Hey, salut tout le monde! Salut, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix. En tout cas, merci quand même beaucoup de prendre le temps de regarder cette vidéo tout de suite après mon direct sur Teams. Vous êtes vraiment extraordinaire. Puis si vous ne la regardez pas en direct après, merci quand même beaucoup de prendre le temps de regarder la vidéo. Puis si vous n'avez pas du tout regardé la vidéo, ben vous n'êtes pas là, fait que je vous parle pas. Fait qu'on on va continuer aujourd'hui. Oui, mon premier cours était plus long que je pensais. Je me disais que j'étais capable de faire ça en l'espace de 20-25 minutes, mais je me suis rendu compte que non, finalement. Je peux pas toujours faire ça en 20-25 minutes. J'ai du contenu à passer. Puis en classe, ça aurait probablement pris exactement le même temps, puis même un petit peu plus, parce que j'avais plus de vidéos à vous passer. Aujourd'hui, on va continuer notre périple de la connaissance. On va s'attarder sur... on est toujours dans l'apprentissage des différents concepts très importants que vous devez connaître pour bien suivre le cours d'économie, bourse, marketing qu'on va faire dans les 2 prochains chapitres. Donc, le chapitre 3 et le chapitre 4. Je me suis trompé dans les numéros de chapitres. Je ne sais pas où j'étais exactement. Encore aujourd'hui, je dois vous avouer que je vais vous présenter quelque chose que vous avez déjà vu dans le cours de Monde contemporain d'éducation financière, mais au début de l'année, quand vous avez fait votre cours d'introduction, parce que aujourd'hui, on fait 3 sections. On fait des sections C, D et E, si je me trompe bien. Je ne veux pas me... Hein, c'est bien ça. Donc, C, D et E. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Ça j'aime toujours ça, vous présenter ça. Le D, c'est les formes de marché dans notre économie. Donc, le fait de connaître les différents types de marchés qui regroupent les entreprises. Puis on va finir avec quelque chose de très, très court, les agents économiques. Donc, ce sont les pages 5 à 7 qu'on va remplir aujourd'hui. Fait que vous êtes prêts? Alors, on y va, mesdames et messieurs. C'est parti. Alors, on va commencer avec la loi de l'offre et la demande. Oh, la loi de l'offre et la demande. Puis là, je sais que dans vos notes de cours, là, vous avez justement un graphique à remplir que vous avez peut-être même déjà rempli. Cette année, c'est exactement les mêmes notes de cours en passant qu'on va reprendre. Mais je ne peux pas ne pas vous expliquer la loi de l'offre et la demande et de l'expliquer à ma manière, à ma façon de présenter, parce que c'est la base même de tout le monde économique. C'est la base parce que les prix que l'on a sur les produits, c'est pas de la magie, c'est pas un producteur à un moment donné qui se dit hey, regarde le crayon qui est là, je vais le vendre, je vais le vendre 10,95 $. Il y a vraiment une science autour de l'application de ce prix-là. Puis cette science-là, ben, vous l'avez dans, je sais pas, oui, voilà, donc vous l'avez justement à l'intérieur de ce magnifique graphique-là. Donc, c'est le graphique que vous devez reproduire d'ailleurs dans vos notes de cours, là. Puis, rapidement, là, je vais vous l'expliquer. Donc, ce que vous voyez là, c'est un graphique qui représente la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est en se basant sur ce graphique-là, en faisant des études de marché, dans le fond, quelque chose qui est très scientifique, qu'on réussit à faire en sorte que de connaître que ce crayon-là, si on veut faire du profit, donc moi en tant que producteur du crayon, donc celui qui crée le crayon en tant que tel, si je veux faire de l'argent, donc il faut que je le vende à un certain prix que je vais être satisfait. Mais moi, en tant que consommateur, je ne serais pas prêt à payer 100 $ pour ce crayon-là. Donc, c'est à quel niveau qu'on va être d'accord pour justement acheter ce crayon-là, qu'on va dire ah, c'est un prix raisonnable. Alors, c'est le fameux point d'équilibre que vous voyez dans la présentation. Puis, il faut comprendre que vous avez donc une droite pour l'offre, vous avez une droite pour la demande. La droite de l'offre, c'est une droite qui est croissante. Alors, il faut se mettre dans la tête de deux personnalités, là. Donc, il y a le côté des producteurs, donc celui qui veut vendre son crayon, puis il y a le consommateur, celui qui veut acheter le crayon. Mais avant de vraiment tout vous expliquer ça, vous l'avez probablement vu, mais en cas vous ne l'ayez pas vu, je veux quand même passer quelques instants à vous présenter une vidéo qui va vraiment vous expliquer de façon très détaillée justement ce fameux processus-là de l'offre et la demande. Fait que je vous présente ça tout de suite.
c'est-tu ça qui est écrit en tout petit dans le journal puis que vous lisez tous les jours parce que ça monte puis ça descend? Exactement. Je suis content que tu t'intéresses un peu à l'économie, José. Ouais, José s'intéresse pas mal à tout. C'est juste qu'elle comprend pas mal à rien. C'est une de mes grandes forces, Guy. Mais quand vos actions, ils montent puis ils descendent, là, ils montent où puis ils descendent où? T'es mignonne avec tes questions, José. T'aimerais que je t'explique? Oh oui, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir. Oh ben moi je reste ici, je veux pas manquer ça. Allez-y, expliquez-lui, on va rire. Non, attendez, on va aller me faire du popcorn avant. Ce sont pas les actions qui montent ou qui descendent quelque part, José. C'est le prix des actions qui augmente ou qui diminue chaque jour. OK, puis pourquoi le prix change comme ça? Est-ce que tu connais le principe de l'offre et de la demande? Oh, c'est bon ça, c'est bon. Expliquez-lui. Pour qu'il y ait une transaction entre deux personnes, il faut quelqu'un qui offre, quelqu'un qui demande. OK, puis c'est qui? Dis quoi? Ben, c'est qui offre puis c'est qui demande? Ah, mais celui qui offre, c'est le vendeur. Celui qui demande, c'est l'acheteur. Comme quand tu vas au magasin. Le vendeur offre, l'acheteur demande. Ça marche pas pantoute, votre affaire! C'est parti! Quand je vais au magasin, là, c'est le vendeur qui demande. Il demande, je peux-tu vous aider? L'acheteur, il demande rien pantoute. Il fait juste dire, non, je fais juste regarder. Allez-y. Expliquez-lui. Bon, on va essayer de faire ça plus simple. Imaginons que je suis un vendeur de stylos, toi, une acheteuse de stylos. Oh non, merci, j'ai pas besoin de stylo, j'en ai plein dans mon bureau. On imagine, on fait semblant. OK, là, je veux un stylo imaginaire. Bon, donc, toi, l'acheteuse, tu me demandes un stylo. Moi, le vendeur, je t'offre un stylo. Hein, je te le vends à 50 $. Hey, merci beaucoup, là, 50 piastres. Mais t'es prêt à payer 50 $ pour un simple stylo? Je m'en fous, on fait semblant, c'est vous-même qui l'avez dit. On fait semblant de manière réaliste. Tu paieras pas réellement 50 $ pour un stylo, ben trop cher. Mais là, pourquoi vous le vendez 50 piastres, votre stylo? D'abord, vous êtes un maudit escroc, Normand du gars. C'est pour te faire comprendre l'offre et la demande. Ben non seulement je comprends pas plus, là, mais je viens de perdre 50 piastres de vrai faux argent imaginaire mais réaliste. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que personne pourrait te vendre ce stylo-là 50 $, parce que tu peux en trouver n'importe où à une fraction de ce prix-là. L'offre est élevée, mais la demande est pas si forte. Le stylo, il offre quoi? Le stylo offre rien! Tu dis juste que quand quelque chose est rare, tu peux le payer plus cher que quelque chose qui est pas rare! Mais vous en avez combien de stylos sur vous? Hein? Donc, il est rare? Non mais, c'est vrai ce qu'elle dit, parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un stylo, j'en trouve jamais. Ça doit être parce que c'est... Oubliez les stylos! Ah! Pourquoi crois-tu que le caviar se vend plus cher que le ballonnet? Mais je le sais-tu, moi? Parce qu'il est plus rare! Quand quelque chose est rare, tu le payes plus cher! C'est simple, non? C'est fait avec quoi, du caviar? Avec des œufs de surgeon. Le ballonnet, c'est fait avec quoi? Aucune idée. Mais comment vous faites pour savoir que le caviar est plus rare que le ballonnet si vous savez même pas avec quel animal c'est fait? Parce qu'il se vend plus cher! Ah oui, mais il est cher parce qu'il est rare! Ou il est rare parce qu'il est cher! Retourne au travail sur le champ. C'est une offre ou une demande? Non, espèce de connasse! Oh, ma Josée, je te paye un café. Hey, ça valait 100 piastres de voir Normand pogner l'air. Donc, il y a une grosse demande, ce genre de spectacle-là. Guy, l'offre et la demande, ça marche-tu aussi pour le prix de l'essence? C'est supposé. Donc, s'il y avait une baisse de la demande, le prix du gaz baisserait aussi? C'est supposé. Ah! Ou si on trouvait plus de pétrole que l'offre augmentait, le prix du gaz baisserait aussi? Ben, c'est supposé aussi. À ma grande surprise, je vois que t'as très bien compris. Sauf que ça marche pas avec l'essence. Parce que les prix baissent jamais. Ah, ce Caméra Café. Caméra Café, c'est un classique. Si vous l'avez vu au début de l'année, moi, ça fait je sais pas combien de centaines de fois que je regarde cette capsule-là et je la trouve toujours très drôle parce que elle vous explique quand même très bien le principe de l'offre et la demande. Donc, c'est le principe qui part du fait que pour le distributeur, donc l'offre, si vous comprenez, si on prend juste la ligne, là, la droite de l'offre, là. Donc, plus le crayon, si vous regardez au niveau du prix, plus le prix du crayon est élevé, plus le distributeur, il est prêt pour en vendre énormément. Imaginez, moi, je fais ça, puis je vends ce crayon-là 100 $, ben, je vais être prêt à en produire
Parce qu'il me coûte combien à produire? Il me coûte peut-être 1,95$ à produire ce crayon-là. Puis si je le vends 100$, imaginez la quantité de profit. Fait que vous comprenez pourquoi la droite, elle est croissante. C'est que plus le prix du produit va être cher, plus le vendeur ou le producteur, celui qui fait le crayon, va être prêt à en produire parce qu'il va être content des ventes très chères. Alors qu'au contraire, le consommateur, c'est une droite décroissante. Parce que le consommateur, c'est le contraire. Parce que ce crayon-là, à 100$, il ne sera pas prêt à en acheter beaucoup. Hein, on s'entend. Donc, les crayons stylo rouge, de même à 100$, il ne doit pas en avoir beaucoup qui sont vendus. Mais si ce stylo-là, il est vendu, je ne sais pas, moins 50 cents, là, on va être prêt à en acheter beaucoup. Fait que vous comprenez, le but, c'est de réunir ces deux droites-là. Puis le point d'équilibre, c'est la quantité qui devrait être produite au bon prix pour que tout le monde soit content, qu'il y ait assez de profit dans les poches du producteur, que le consommateur soit content. Fait que c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière donc le principe de l'offre et la demande. Fait que là, vous avez, on va regarder plus en détail le principe qu'il y a par rapport à l'offre et la demande. Donc, pesez sur pause. OK, fait que là, vous avez écrit les notes de cours, c'est excellent. Fait que c'est ce que je viens de vous expliquer. Fait que là, on va commencer avec la demande. Donc, la demande, c'est le consommateur. Donc, c'est le consommateur qui demande un bien pour répondre à un de ses besoins, ce qu'on a expliqué au dernier cours. Donc, la demande, c'est la quantité d'un bien que les consommateurs veulent acheter à des prix différents dans une période donnée. Puis la règle générale, évidemment, la règle générale, c'est au niveau de ce que devrait être la normalité. Fait que la normalité, c'est plus le prix d'un bien est élevé, moins les gens sont intéressés à se procurer ce bien. Donc, la demande va être à la baisse. Alors que plus le prix d'un bien est bas, et plus ils sont intéressés à ce produit. Donc, la demande, elle est haute. Et là, vous commencez peut-être à comprendre un petit peu le rôle des soldes. Donc, à chaque fois qu'on va mettre le mot solde ou qu'on va baisser des prix, c'est pour augmenter la demande. Donc, souvent, je donne un exemple, chez Best Buy, ils n'ont pas réussi à vendre, je ne sais pas moi, un certain jeu. Je sais quoi, je suis allé dernièrement, je suis allé voir le jeu Starlink. Starlink est un jeu qui est sorti sur la Switch, puis qui était supposé être révolutionnaire. C'est un jeu c'était avec des jouets, là, puis c'était un jouet, dans le fond, puis on pouvait mettre des choses dessus, puis ça apparaissait dans notre jeu. En tout cas, bref, ça n'a pas marché. Fait que là, ils se sont ramassés avec un surstock. Ils en ont trop, alors il faut qu'ils s'en débarrassent. Fait que dans ce temps-là, pour faire augmenter la demande, parce qu'ils doivent se débarrasser de leur stock, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont baisser le prix. Fait qu'originalement, c'était peut-être 49,99$, puis je l'ai vu quand je suis allé au Best Buy dernièrement, je pense qu'il était à 10$. Fait qu'évidemment, eux autres, leur but, c'est que les gens regardent ça, font comme « Ah, OK, des fois, ils n'en ont peut-être même pas besoin, mais ils regardent le prix, puis ça fait augmenter la demande. » Donc ça, c'est la règle générale, c'est l'idée de la droite qui est décroissante. OK. Alors, qu'est-ce qui va influencer la demande? C'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer avec les soldes. Là. Alors, qu'est-ce qui va influencer la demande? Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que la demande va augmenter ou va baisser? Bon, vous avez le prix. Ça, c'est la base. Donc, quand le prix d'un bien est élevé, la demande pour ce bien va diminuer et vice-versa. Vous avez le revenu aussi. Donc, le fait que l'on soit riche ou qu'on soit moins en moyens, donc, on dit quand le revenu est élevé, donc quand les gens ont beaucoup d'argent, l'individu peut acheter de nouveaux biens qui ne lui paraissaient pas essentiels auparavant. Donc, c'est sûr que quand tu as une augmentation de ton revenu, souvent, la demande va augmenter. OK? Et là, on parle de la demande personnelle. Il y a les goûts aussi. Ce sont des reflets des préférences individuelles. Les goûts et le fait, par exemple, que certains produits qui vont sortir à certains moments vont faire en sorte, comme évidemment, encore une fois, je reviens sur les consoles, les nouvelles consoles qui sont sorties dans le mois de novembre, bien, ceux qui ont pour goût les jeux vidéo, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une demande élevée à ce moment-là. Donc, c'est sûr que les goûts en sont pour quelque chose. Vous avez le milieu social. Ben oui, parce que je donne toujours l'exemple de vous, jeunes, qui, là, c'est sûr que c'est moins le cas à cause de la pandémie. Au moment où on enregistre ceci, là, on est en plein milieu de la pandémie, encore une fois. Mais des fois, il y avait des sorties qui se faisaient peut-être au centre commercial. Bien, des fois, toi, tu fais partie de ta gang, puis là, toute ta gang travaille, toi, tu travailles pas. Puis là, ben là, tout d'un coup, tout le monde dit, on va-tu au centre commercial en fin de semaine? J'ai des choses à aller m'acheter. Fait que toi, des fois,
tu n'as peut-être pas nécessairement l'argent pour le faire, mais tu vas suivre ta gang, puis tu vas finir par quand même consommer, dépenser ton argent que tu gardais peut-être pour d'autres choses, pour suivre ton milieu social. Donc, le milieu social peut avoir un effet, effectivement, sur la demande. C'est sûr que ce qui a le plus d'effet, selon moi, c'est la publicité, définitivement, la publicité. Puis, vous avez, à la fin de tout ça, vous avez le prix des produits comparables, donc les soldes. Okay, donc, c'est l'idée des soldes. Donc, c'est sûr que le fait qu'on va mettre un article en solde dans un magasin puis qu'il ne l'est pas dans un autre, bien, ça va générer une demande par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pesez sur pause, vous allez dans Teams, dans la section des conversations, puis vous m'envoyez ça, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. L'offre, bien là, il faut changer complètement le paradigme. Là, on s'en va de l'autre côté. On va parler, on va prendre le rôle maintenant du producteur. Donc, l'offre, c'est la quantité d'un même bien ou d'un service que les producteurs sont prêts à vendre dans le but de faire du profit. OK, donc la règle générale, c'est pour ça que la droite, elle est croissante. À un prix plus élevé, la quantité offerte sera plus grande qu'à un prix très bas, à cause qu'ils vont faire plus d'argent. Le but d'une entreprise, malgré tout, c'est de faire du cash. C'est de pouvoir payer ses employés, mais en même temps faire du profit et de vivre de ça. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, le même exemple du crayon, ce crayon-là à 5 $ versus ce crayon-là à 150 $, mais à 150 $, il nous a pas coûté ça à produire. Il va falloir toujours vendre le crayon plus cher qu'on le produit si on veut faire du profit. Parce que dans le crayon, tu as le plastique, tu as la petite bille, tu as l'encre. Donc, tout ça, là, dans la confection d'un seul crayon, là, c'est peut-être environ, je vous dirais, moi, je pense que c'est peut-être 1,10 $ pour faire un crayon comme ça. Mais il faut le vendre au moins 1,11 $. Puis on s'entend que ça va être plus que ça pour faire du profit. Donc, plus on va vendre des crayons, plus on va faire du profit, plus on va être content. Donc, ça, c'est le gros avantage. Donc, qu'est-ce qui va influencer l'offre? Bien, encore une fois, le prix, qui est à peu près le contraire que pour le consommateur. Vous avez les facteurs de production. Donc, si le prix... les facteurs de production, c'est ce que je viens de vous expliquer, là. Donc, si à un moment donné, genre l'encre qui est utilisée pour mettre dans le crayon, si l'encre coûte plus cher, donc le prix du crayon va coûter plus cher. Donc, c'est sûr que si le prix du facteur augmente, la production devient moins profitable, donc on va en produire moins. Comprenez-vous? Plus c'est profitable, plus on veut en vendre, moins c'est profitable, moins on veut en vendre. Donc, c'est pour ça que les facteurs de production sont très, très importants. Donc, les ressources, les matières premières, combien que ça coûte, les variations de ces prix-là, ça peut avoir un effet sur l'offre. Encore une fois, je donne toujours l'exemple des jeux vidéo, je m'excuse. C'est le domaine dans lequel je connais beaucoup. Je sais que les chips informatiques qui sont utilisés pour rentrer dans la confection des nouvelles consoles coûtent quand même très, très cher. Et souvent, les consoles vont vendre à perte. Parce qu'eux autres, pour finir par faire du profit, ils vont même aller à l'encontre un petit peu de ce que je suis en train de vous dire ça, mais pour faire du profit, eux autres, ils veulent que ça se ramasse dans le plus de maisons possible pour après ça faire de l'argent avec les profits des jeux vidéo. Mais il reste quand même que si la chip informatique monte en prix tout d'un coup, bien, c'est sûr qu'ils vont peut-être être moins tentés d'en produire beaucoup. Puis c'est ce qui fait que au début, on en a peut-être moins sur le marché parce qu'on va être sûr que les consommateurs vont acheter. Comprenez-vous, les facteurs de production peuvent avoir un impact. Vous avez la technologie de production, fait que plus la technologie va s'améliorer, plus ça va réduire les coûts de production. Donc, des fois, on va mettre à pied des humains pour faire travailler des robots, mais ça va coûter donc moins cher, donc on va vouloir en produire plus. Puis, on a les anticipations, les attentes concernant l'avenir. C'est sûr et certain que qu'est-ce qui va beaucoup changer l'offre, c'est la popularité du produit. Plus un produit va être populaire et plus le producteur va s'attendre à en vendre beaucoup et plus il va s'attendre justement à... donc, il va en produire beaucoup parce qu'il s'attend à faire beaucoup d'argent. Donc, on appelle ça les anticipations. On pourrait appeler ça le hype. On pourrait appeler ça de plein de noms si vous voulez, là. Mais vous comprenez que, tu sais, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, je m'excuse, mais que la PS5... Ils ont tous réussi à vendre des précommandes parce qu'ils savent qu'il y a une grosse anticipation. Mais dans 2 ans, probablement qu'il va y avoir moins de gens qui vont vouloir en acheter parce que la majorité des gens qui voulaient l'acheter l'ont déjà fait. Donc, c'est là qu'on va voir probablement une diminution de l'offre. Il va en avoir moins de disponibles dans les magasins. Et probablement qu'on va aussi baisser le prix parce que, justement, on veut que les gens en achètent plus. On veut augmenter l'idée de l'offre.
l'idée de la demande en baissant le prix justement. Donc, la relation qui existe entre l'offre et la demande, bien, vous le comprenez, c'est par un jeu de négociation entre les vendeurs et les acheteurs. Ceux-ci s'entendent pour fixer donc le prix du bien. Ce prix variera en fonction du nombre de vendeurs et en fonction du nombre d'acheteurs. OK? Donc voilà, fait que ça c'est, en gros, je vous dirais que c'est la règle numéro 1. Vous comprenez que la relation entre l'offre et la demande fait en sorte qu'il va toujours avoir des négociations des deux côtés. Et c'est là l'importance pour vous de vraiment garder en tête qu'en tant que consommateur, vous avez un pouvoir incroyable. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une partie de l'image. Est-ce que je suis capable de tasser cette image-là un petit peu? Si je la tasse comme ça, voilà, ça va être un petit peu mieux. Donc, le fait qu'on fasse toujours des négociations, qu'on négocie. Donc, vous, en tant que consommateur, vous avez le devoir de négocier vos prix. C'est sûr qu'il va y avoir des éléments qui vont être parfois plus difficiles à négocier, comme par exemple, si vous arrivez chez Bureau en Groupe, vous voulez négocier ce crayon-là, la marge de profit du magasin est très peu élevée. Mais si vous voulez négocier des grosses affaires, des maisons, des automobiles, un téléviseur, même un ordinateur, ça se fait et vous avez le devoir de le faire. Parce que la manière que ça fonctionne, l'offre et la demande, c'est qu'il y a un prix qui est fixe, mais le prix est fixé souvent en fonction d'une quantité de profit. Donc, le vendeur, lui, va s'attendre à faire une quantité de profit, mais sur certains produits, comme par exemple les téléviseurs, il va accepter de descendre son prix pour vous garder, parce que lui, il veut quand même faire sa vente, mais plus il va vous le vendre cher, plus il va faire de l'argent, puis surtout s'il travaille à commission, plus il va se faire du cash. Fait que vous comprenez que c'est un combat sans merci entre le vendeur et le consommateur. C'est un combat sans merci que vous devez faire, que vous devez accepter. Et c'est surtout un combat sans merci que le consommateur a tous les droits. Mais vous devez arriver préparé. OK? Ça, c'est très important. Il faut arriver préparé. Il faut magasiner. Vos téléphones cellulaires présentement, là, votre forfait, là, il est beaucoup trop cher. Vous devriez tous, ce soir, appeler Vidéotron, Bell, Kudo, peu importe quel est votre fournisseur, puis négocier avec eux autres. Parce que si vous n'avez jamais négocié votre forfait, bien, c'est sûr et certain qu'ils vont vous le vendre beaucoup plus cher parce qu'ils vont faire plus d'argent sur votre dos. Alors, cette phrase-là que vous voyez là, c'est un jeu de négociation entre les vendeurs et les acheteurs. Ceux-ci s'entendent pour fixer le prix du bien. C'est très important. Vous devez avoir ça en tête. La quantité de fois que moi, j'étais allé m'acheter un bien, que ce soit mon auto électrique dernièrement, puis j'ai peut-être pas réussi à faire baisser le prix, mais j'ai réussi à avoir les pneus d'hiver. Ils ne voulaient pas me les donner au départ, puis c'était très important, parce que si je les avais pas, je m'en allais ailleurs, puis ils ne veulent pas vous perdre. C'est la même affaire pour toutes les furteurs, pas les furteurs, les furteurs c'est Internet, mais tous les vendeurs qui existent, ils ont toute cette marge de profit-là. Fait que c'est vraiment, vraiment super important. OK? Bon, fait que c'est ça pour l'offre et la demande. Puis là, ben, je vais vous laisser prendre ça en note, mais je vais passer très, très vite. C'est le fameux tableau de l'offre et la demande. C'est sûr que dans l'examen, je risque de vous poser des questions. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, avec l'offre? Qu'est-ce qui arrive avec le prix, dépendamment des variations? Parce que dans la vie d'un produit, il va toujours avoir des variations de l'offre et de la demande. Puis qu'est-ce qui va arriver avec le prix? Avant, on utilisait le tableau pour vous expliquer comment ça marche, mais ça ici, vous avez tout. Il y a juste un qui est pas là, c'est le égal, égal, égal qu'on n'a pas mis. Mais je donne l'exemple, par exemple, du premier. Donc, on va prendre l'exemple d'un... Je prends tout le temps un disque de musique. Ça se vend plus des disques de musique maintenant, mais en tout cas, bref, je vais prendre quand même ça comme idée. Donc, dites-vous que... c'est pas bon, un disque de musique. C'est pas bon. Je vais prendre un appareil photo. OK? Allons-y avec l'idée de l'appareil photo. C'est ridicule. Mais bon, vous avez un appareil photo chez Best Buy. Puis, je sais pas moi, ils ont 200 appareils photo chez Best Buy. Et là, après ça, ben, il se passe quelque chose. Je sais pas moi, c'est un appareil photo de type Canon. Puis là, il y a un article qui est sorti dans la revue Protégez-vous, une revue très réputée au Québec. Puis, dans cet article-là, on le recommande comme étant le meilleur appareil photo à acheter pour le temps des fêtes. Alors, tout d'un coup, chez Best Buy, si on regarde le premier en haut, on a exactement la même offre. Donc, on a encore 200 appareils photo. Mais là, tout d'un coup, il y a plein de personnes qui viennent acheter l'appareil de photo. Donc, comprenez, c'est tout le temps l'idée de la rareté
comme c'était dit dans la vidéo de Caméra Café. Donc là, avec l'augmentation de la demande à cause de l'article, on va augmenter le prix parce qu'on sait que les gens vont vouloir l'acheter, parce qu'on a le même offre. Donc, il y a 200 appareils photo, mais il y a plus de gens qui le veulent. Alors, dans ce temps-là, on va augmenter le prix. Donc, on a la possibilité de le faire. C'est la même affaire, par exemple, si vous vendez sur Kijiji, admettons, puis vous vendez quelque chose, puis que là, vous vous rendez compte qu'il y a 6 personnes qui veulent l'acheter, mais c'est pas là que tu baisses ton prix, vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent l'acheter en arrière. Donc, quand l'offre est égale, mais que la demande augmente, donc on a une augmentation du prix. Quand l'offre est égale, mais que genre, tout le monde il y a un nouveau modèle de l'appareil photo qui est sorti, donc plus personne va acheter cet appareil-là, donc là, on va baisser le prix. Fait, vous comprenez, vous avez toutes les mêmes petites, donc les exemples que je vous ai donnés pour, mettons, si l'offre augmente, mais que la demande reste stable, qu'est-ce qui arrive avec le prix. Donc, prenez ça en note, pesez sur pause s'il faut. Il n'y a pas de place, je pense, encore une fois, pour prendre ces notes-là. Non, il n'y a pas de place dans les notes. Donc, faites le tableau à quelque part, peut-être à l'endos de vos notes de cours pour que vous puissiez avoir ça. Parce que dans l'examen, c'est sûr qu'il va y avoir des questions là-dessus où je vais vous mettre une petite mise en situation. Puis vous allez devoir deviner, est-ce que l'offre augmente? Est-ce que la demande? Qu'est-ce qui arrive avec la demande? Qu'est-ce qui arrive avec le prix? Très important. Donc, vous devez comprendre ce concept-là. OK, on va passer au D maintenant. Le D, c'est les formes de marché dans notre économie. Parce qu'évidemment, avec ce type, donc le type d'économie dans laquelle on vit, donc le but, c'est de répondre à des besoins. Donc, on a beaucoup d'entreprises, énormément d'entreprises qui vont rentrer dans ce qu'on appelle un marché économique. OK, donc, on pose des questions d'ailleurs là-dessus. Pouvez-vous changer de fournisseur d'électricité ici au Québec? La réponse à ça, c'est non, parce que c'est seulement Hydro-Québec. Donc ça, c'est un type de marché. Avez-vous l'impression que les stations d'essence ne se parlent pour coordonner leur prix? Ça, c'est un type de marché. Vous allez voir, on va en parler ensemble. Alors, puis évidemment, vous avez, là, on pourrait passer longuement, mais tu sais, il y a l'idée, par exemple, que si vous allez, par exemple, vous acheter une automobile, vous pouvez négocier sur eBay. Il y a comme toute l'idée des négociations qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des types de marchés. Le marché, dans le fond, c'est des interrelations entre le consommateur et le vendeur. Et dépendamment du type de marché dans lequel on est, cette relation-là sera évidemment bien différente. Et c'est ça qu'on va essayer d'apprendre ensemble. Alors, c'est quoi premièrement un marché? Alors, le marché, c'est un ensemble qui est formé par les vendeurs et les acheteurs dans le but de conclure des ventes de produits ou de services. Il y a comme des numéros qui sont inscrits dans la définition, mais c'est pour vous dire qu'un marché, il y a 3 éléments. Il y a un vendeur, il y a des acheteurs, puis dans le fond, c'est une relation pour vendre le produit et service. Puis dépendamment du type de marché, comme je l'ai dit, les relations vont être différentes entre l'acheteur et le vendeur. OK? Encore une fois, si je vais trop vite, pesez sur pause. Fait que, bon, là, encore une fois, c'est une image pour vous présenter les relations comme les services de télécommunication. Alors, on va y aller. Il y a 5 types de marchés. OK? 5 types de marchés que vous devez comprendre. OK? Donc, 5 types de relations entre l'acheteur et le vendeur. Premièrement, il y a le monopole. Le monopole, il n'y a pas de relation entre le vendeur et l'acheteur parce qu'il y a un seul vendeur. Pas de concurrence, puis habituellement, c'est une société d'État. Une société d'État, parce que les monopoles, en passant, ils sont interdits. On n'a pas le droit de vivre dans un monopole, même si des fois, il y a des monopoles qui sont presque apparents, là, comme par exemple Microsoft avec leur Windows sur les PC, mais vous avez quand même le choix d'aller sur Mac, vous avez le choix de prendre Linux. Fait que c'est pour ça que ce n'est pas un véritable monopole. Mais Hydro-Québec, la SAQ ou la SQDC, ce sont 3 monopoles. Si vous voulez acheter du vin ou si vous voulez acheter de l'alcool, vous n'avez pas le choix de passer par la SAQ. Ou vous pouvez également passer par les épiceries, mais les épiceries sont quand même gérées par l'État pour ce qui est de l'alcool qui est vendu là. Okay? L'Hydro-Québec, c'est la même chose. La Hydro-Québec, c'est l'électricité. Il n'y a pas personne d'autre qui vend de l'électricité. Donc, c'est ça qu'on appelle un monopole. Monopole, ça le dit dans le mot. Donc là, il n'y a pas vraiment d'interaction. Parce que même si aujourd'hui, dans l'actualité, j'ai vu qu'on va augmenter les factures d'électricité le 1er avril 2021, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas négocier, je peux pas. C'est comme ça, c'est la vie. Hydro-Québec, c'est une société d'État, ça appartient au gouvernement. Puis, j'ai rien à faire. Okay? Donc, ça, c'est un monopole. Après ça, vous avez des oligopoles.
Un oligopole, c'est pas un monopole, mais presque. OK? Donc, il y a peu de vendeurs, les produits et les prix sont semblables, et ce sont des entreprises puissantes. Donc, ce sont des grosses entreprises qui vont contrôler une partie du marché, mais pas complètement. C'est comme par exemple Microsoft, on pourrait l'appeler, on pourrait dire que c'est un oligopole au niveau technologique. Parce que oui, tu peux aller chez Mac, oui, tu peux prendre Linux, mais il n'y a pas beaucoup de choix. C'est pas comme si tu veux t'acheter un appareil photo, là, tu as vraiment plusieurs compagnies. Si vous allez sur Amazon, il y en a des quantités. Mais pour ce qui est, par exemple, de la bière, vous avez quelques marques de bière. Les épiceries, il y a Métro, il y a IGA, il y a Super C, mais souvent Super C, puis je cherche l'autre, là, je m'en ai un, Maxi, souvent ils appartiennent à Métro ou à IGA. Donc c'est ça qu'on appelle un oligopole. Donc on a un choix, mais il est très limité. Okay. Monopole, il n'y a pas de choix. Donc vous n'avez pas de choix en tant que consommateur. Un oligopole, vous avez un choix, mais il est très limité. OK? Ensuite de ça, vous avez le cartel. Le cartel, ça, ce sont des oligopoles où il y a entente secrète pour fixer le prix, c'est illégal. Donc, quand on parlait de l'essence tantôt, il y en a beaucoup qui essaient de prouver que l'essence est un cartel parce qu'il ne fonctionne pas selon le principe de l'offre et la demande. OK? Puis je vous explique rapidement. Si vous allez à Vaudreuil, à un moment donné, souvent, il y a des stations-service qui sont à côté de l'autre. Vous avez un Esso, vous avez un Shell. Le Esso, il vend, par exemple, son essence à 1$ et 1 sou le litre. Puis le Shell, il vend à 1$ et 5 sous. Tu vas te dire, en théorie, tu vas te dire, ben donc, tout le monde va aller chez Esso, va laisser tomber Shell parce qu'il est plus cher. Mais Esso va augmenter les prix. Puis là, tu vas te poser beaucoup la question en disant, mais ça marche pas. C'est pas supposé. Voyons, l'offre et la demande, c'est pour la concurrence. Là, on parle de la concurrence. Donc, en étant un concurrent, tu es supposé de baisser tes prix pour que les gens viennent chez vous, pas de les augmenter. Donc, il y a quelque chose de toujours weird puis de très, très bizarre sur le fonctionnement des cartels. Mais c'est ça qu'on appelle un cartel. Donc, ce sont des oligopoles, souvent donc quelques compagnies qui semblent fixer les prix secrètement ensemble. Bon, mais il n'y a rien de prouvé encore. Après ça, vous avez la concurrence puis concurrence parfaite. Dites-vous que la concurrence parfaite, ça n'existe pas. Mais la concurrence, c'est un grand nombre de producteurs, produits différents, pré-influencés par la publicité, les magasins, les restaurants. La concurrence, c'est ce qu'on a en général. Donc, tu veux t'acheter une manette, il y a différentes compagnies qui vont faire la manette. C'est toi, ton rôle, c'est de magasiner pour aller chez celui qui vend le moins cher. Tu veux t'acheter une souris, c'est la même chose. On dit que le prix est influencé par la publicité. Oui, parce que souvent la publicité va affecter la connaissance du produit en tant que tel. Mais la concurrence, c'est le type de marché normal que nous avons. C'est le fonctionnement normal dans notre économie. Puis finalement, la concurrence parfaite, on dit que ce sont des produits identiques, fixés par l'offre et la demande. La concurrence parfaite, c'est pour vous dire que produit identique préfixé par l'offre et la demande seulement, seul le prix compte. C'est le fait, ça sera un marché où, dans le fond, tous les produits seraient exactement du même prix. OK? Il n'y aurait pas vraiment de concurrence au niveau des entreprises. On dit qu'il n'y en a pas, mais le marché Jean Talon s'en approche. En voulant dire, le marché Jean Talon, c'est là où on se déplace pour qu'on va acheter les tomates, les fruits et légumes, où on va directement négocier avec la personne, le producteur directement. C'est ça qu'on appelle une concurrence parfaite, mais ça n'existe pas. Okay? Fait que dites-vous que dans ce que je vous ai présenté, ce qui existe vraiment, là, c'est légalement, c'est monopole, oligopole, concurrence. Les deux autres, le cartel et la concurrence parfaite. Concurrence parfaite, c'est comme la vision parfaite de l'économie où on devrait payer un produit en fonction de l'offre et la demande uniquement. Hein, on fixe le prix, pas de négociation, c'est ça le prix, on le paye, on le prend, puis on s'en va, puis on est content, puis on n'a pas l'impression qu'on s'est fait avoir. Okay? Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, mais sachez que vous venez d'apprendre donc l'existence des 5 marchés qui existent par rapport à ça. Bon, là, je sais pas exactement. Ah oui, ça, c'était Dessine-moi l'écho par rapport au monopole et aux oligopoles, mais je vais vous le... Voyons, je veux le passer, monsieur. Je ne veux pas le regarder, je veux le passer. Bon, hein, ça va super bien, mon affaire.
Alors, le plaisir de pouvoir faire un petit peu de montage. Donc voilà, fait que là maintenant, ce qui nous reste, il me reste à vous présenter la section 1, ce sont les agents économiques. Alors, les agents économiques, si je suis capable de changer. Alors, c'est une personne ou un organisme qui joue un rôle majeur dans le processus économique d'une société. Donc, tous les agents économiques sont interdépendants. Donc, ce sont tous les gens qui, dans le fond, vont avoir un rôle à jouer dans toute cette confection de l'économie-là. Donc, on les appelle des agents économiques. Alors, comme d'habitude, pesez sur pause si vous voulez prendre la définition. OK? Alors là, vous les avez, les 4 agents économiques qui existent. Donc, et toujours ça, là, c'est dans l'optique de vous expliquer, ce sont eux autres, dans le fond, qui jouent le rôle d'organiser cette fameuse économie-là et de faire en sorte que ça fonctionne et c'est interdépendant les uns avec les autres. Alors, les 4 agents économiques, ce sont les entreprises, les travailleurs, les consommateurs, puis l'État. Donc, les entreprises, c'est eux autres qui vont produire les biens et services, qui vont payer des taxes et des impôts, qui vont verser des salaires. Vous avez les travailleurs qui sont vous. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui travaillez déjà. Donc, c'est eux autres qui fabriquent les biens et services. Donc, les entreprises vont engager les travailleurs. Les travailleurs vont permettre à l'entreprise de réussir, alors que les entreprises vont permettre aux travailleurs de se faire un salaire pour pouvoir faire rouler l'économie et de devenir un consommateur. Comprenez-vous tout l'aspect très interdépendant du monde économique? Donc, quand tu arrêtes cette économie-là, comme ce qui se passe dans la pandémie, bien, c'est là que toute l'économie tend à s'effondrer un petit peu. Donc, quand tu empêches les entreprises de fonctionner, les travailleurs cessent de travailler, donc ils ont moins d'argent pour être consommateurs et faire rouler ces entreprises-là. Fait que c'est un cercle vicieux, l'économie qui fonctionne. C'est une roue qui fonctionne très bien, qui est très bien huilée, mais aussitôt qu'on change une roue, tout s'arrête. Là, on a beaucoup de difficultés. Donc, les travailleurs qui fabriquent, qui reçoivent un salaire, qui paient des taxes et des impôts. Vous avez les consommateurs qui achètent les biens et services. Et vous avez l'État qui, dans le fond, va payer qui, avec les taxes et les impôts qui sont reçus des entreprises et des consommateurs, puis des travailleurs, en fait, ils vont offrir des biens et des services à la population dans un monde plus socialiste. Fait que vous voyez, les 4 agents économiques sont vraiment très importants au fonctionnement de l'économie. Puis, cette interdépendance-là, on la voit très bien. Puis, vous avez, je pense, cette image-là dans vos feuilles de notes. Est-ce que vous les avez dans vos feuilles de notes? Oui, vous l'avez. Donc, vous voyez, ça a l'air super compliqué, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une belle roue. Tout est interdépendant. Donc, les travailleurs sont des consommateurs qui fonctionnent grâce aux entreprises. Les entreprises qui fonctionnent grâce au marché de biens et de services qui se fait rouler grâce aux consommateurs, qui eux autres ont de l'argent grâce aux entreprises. Et tout ça au centre, on a l'État qui sert à gérer l'ensemble de ce fonctionnement-là. Bon, voilà. Fait que je suis allé un petit peu vite vers la fin, mais je pense que vous comprenez bien le fonctionnement de la roue. Mais si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Je me rends compte que je fais des vidéos qui vont être un petit peu plus longues, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Puis c'est ça, hein, puis le but, c'est de se rendre... en tout cas, je pense qu'on va avoir le temps, avant de tomber en vacances de Noël, de faire l'examen de la première partie. Mais on n'aura probablement pas le temps de commencer l'examen de la deuxième partie. Fait que c'est pour ça que le projet bourse, on va peut-être commencer après le temps des fêtes. Mais ça ne vous concerne pas. Je vous laisse aller. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été très attentif. Vous ne vous gênez pas si vous avez des questions. L'économie, c'est un processus qui est très simple. Hein. Dans le fond, là, ce qu'on a regardé dans les derniers cours, c'est qu'on a des besoins à combler. On les comble grâce à des biens et des services qui fonctionnent grâce à un système économique très bien huilé. Le système économique fonctionne grâce à la théorie de l'offre et de la demande dans un marché qui réunit les consommateurs et qui réunit les vendeurs. Et tout ça fonctionne dans une roue, comme je viens de vous expliquer, interdépendante, qui permet à cette économie-là de bien fonctionner et d'assurer le fait qu'on soit capable de toujours bien satisfaire nos besoins. Fait que voilà, merci beaucoup. Allez voir sur Teams pour savoir ce que vous avez à faire d'autre. Je pense que les 2 prochains cours, c'est la présentation du film. Si ma mémoire est bonne, là, hein, je fais comme si j'étais en classe et que je me posais des questions par rapport à ce qui s'en vient. Non, c'est vrai, il nous reste encore
un cours à vous présenter avant de vous présenter le film Le Fondateur, qui est un film qui vous présente bien tout l'aspect économique qui existe, parce que c'est un film qui présente la création de McDonald's. Et on va parler d'entreprise, on va parler de toute cette gestion-là de marché, de combler des besoins. Bon, tout ça, c'est un super de bon film. Fait qu'on on va voir ça très bientôt. Mais avant tout, il nous reste un autre cours. Fait qu'on se voit très bientôt. Bye tout le monde.